Bienvenue chez les biblionautes. Mesdames, messieurs, chères auditrices et mes précieuses collègues, bonjour. 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 Je suis très heureux de vous retrouver pour cette 3e édition de l'épisode spécial des Biblionautes consacré au fameux prix Imaginal de la bande dessinée des bibliothécaires 2026. C'est très long à dire. Si vous ne le saviez pas encore, ce prix est organisé dans le cadre du Festival des Imaginales dont la 25e édition aura lieu du 28 au 31 mai 2026 dans la belle ville d'Épinal. Ce prix, le PIB BD, récompense les meilleurs BD d'imaginaire, de science-fiction, fantastique et tout particulièrement de fantasy qui ont été publiés l'année civile précédente. Les bibliothécaires de France et de Navarre participent alors à la lecture de 5 BD sélectionnés pour les noter. Au moment où nous enregistrons donc cet épisode, le 5, vous saurez tout, nous ne connaissons pas encore le ou la lauréate, puisque le résultat sera donné le lendemain. Donc nous maintiendrons le mystère, vous n'aurez que notre avis. Chaque collègue ayant la charge de présenter une bande dessinée, vous aurez donc en premier lieu Delphine, mi-cyborg patineuse, mi-responsable des publications audio et vidéo, vous parlera donc de Cyborg. Puis nous aurons Léna, chargée d'accueil et de médiation, qui aurait préféré que l'intrigue de l'histoire se passe intégralement à l'époque de la Régence pour vous parler de Jane Austen en costume d'époque. Elle vous parlera de la mourante. Ensuite, nous aurons Aline, responsable acquisition et catalogage jeunesse, qui est aussi vélopédiste de circonstance, par intérêt purement culinaire et qui vous entretiendra donc sur Eclipsis. Enchaînera alors Clément, chargé de fonds documentaires et d'acquisition. Authentique vieux monsieur ayant vécu avant l'arrivée de la couleur, avec Electric Miles. Merci Léna. Et enfin, Aurore, chargée des acquisitions fiction adulte et référente l'Immédiat Mosaïque, qui est autrice de romans compétitifs dans le milieu du hockey canadien. Elle nous livrera ses réflexions métaphysiques sur la tête de mort venue de Suède. Et cette longue intro étant faite, merci pour votre patience et place à la joyeuse critique. Je vais vous présenter Cyborgs, donc une BD, un premier tome d'une série, scénarisé par Jean-Luc Istin, illustré par Gaël Ngu et colorisé par Florent Daniel. Alors, je vais vous parler d'abord de l'action, vous faire un petit résumé. Donc, l'action se place dans un futur post-apocalyptique, a priori aux alentours de 2100, même si le premier tome n'est pas temporalisé. Dans la mégalopole appelée Europa, un bébé japonais, Yoko, naît sans bras. Et alors que ses parents envisagent l'euthanasie, son oncle l'adopte, la choix, lui offre des prothèses et la fait grandir au rythme des entraînements d'arts martiaux. La petite n'a pas la vie facile, elle est harcelée, doit s'imposer dans un monde qui la rejette. Elle s'endurcit petit à petit et trouve un équilibre. Mais c'est sans compter le contexte politique dictatorial qui prend des mesures eugénistes visant à éliminer tout porteur de handicap. Et ils sont légion après une guerre nucléaire qui a causé beaucoup de malformations. Yoko et son oncle sont obligés de fuir, les trackers à leur trousse, entamant un périple au cœur des silos, on y reviendra, une route semée d'embûches, de pièges et de lutte contre les gangs. Oh. Voilà, ça place un petit peu le contexte. Alors je vais découper cette petite intervention en ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, pour finir par éventuellement ce que je souhaite pour la suite. Donc ce que j'ai aimé, en premier lieu, le graphisme. Franchement, je le trouve vraiment hyper bon. Le découpage cinématographique qui est plutôt plaisant et surtout les décors de ville assez somptueux. On pourrait qualifier le style de cyberpunk, voire techno-orientaliste. Globalement, c'est un récit qui est placé dans un contexte de technologie, de prise de pouvoir par la technologie, dans un contexte plutôt japonais. Donc, qu'est-ce que le cyberpunk ? C'est un style narratif et graphique qui place l'action dans une dystopie, ambiance souvent post-apocalyptique, voilà tout ce qu'on aime, dans laquelle la société se reconstruit en s'appuyant sur la technologie, les machines, l'IA et autres. On y dépeint toutes ces dérives, associées aux classiques clivages sociaux, et réflexion sur éventuellement le transhumanisme, Android, cyborg, etc., etc. On y retrouve des figures récurrentes aussi comme des anti-héros désabusés. Voilà.
En gros, voilà, c'est un petit peu l'ambiance cyberpunk qui était très en vogue dans les années 90, mais on y reviendra. Dans Cyborgs, notamment, on axe sur la thématique de l'eugénisme et l'appui de la technologie pour réparer les malformations causées par les radiations. De là découle une quête de soi par la complétude de son enveloppe corporelle. T'as vu ? C'est beau. Drop the mic. Ah ouais, grave. Alors, certains mauvais esprits pourraient qualifier ce premier tome de BD à papa. Ah bah je vois pas du tout qui aurait pu dire ça dans ces Mais je ne sais pas. Franchement. Alors, soit les auteurs sont proches de la cinquantaine et sont probablement influencés par la vague cyberpunk des années 90. Et ça marche sur la nostalgie, effectivement. Ça marche très bien, d'ailleurs. Moi, je suis carrément rentrée dedans de ce côté-là. Beaucoup de références de qualité. On peut parler de Blade Runner, de Akira, Ghost in the Shell, Zentak et Little Blade. On peut aussi parler éventuellement de Jodorowsky et notamment de Aleph Tau. Et enfin, moi j'ai retrouvé quand même un peu de Total Recall. Voilà, ce qui m'amène à une transition qui est justement ce décor de ville que j'aurais aimé voir un petit peu plus, personnel dans cette proposition. Voilà, même si j'ai particulièrement aimé ces décors, comme je le dis, ils sont abusivement inspirés de ces œuvres. J'aurais aimé une proposition qui essaie de renouveler le genre, les incursions de la modernité dans un style qui n'est pas actuel finalement. Voilà, l'arc narratif est un peu démodé et et pourtant il a de superbes potentialités. Le personnage féminin handicapé sous la tutelle d'un mentor n'est pas neuf et elle ne s'affranchit de ce mentor, de cette tutelle, que par la mort de celui-ci. Au niveau de l'émancipation, c'est pas foufou. Voilà, ce que j'ai pas aimé non plus, c'est la voix off, clairement. Dans les films, bon ça c'est très personnel, dans les films ça m'insupporte qu'on me dise quoi penser, quoi conclure, plutôt que de me le montrer. Donc dès la première page, la voix commente une scène d'exposition, un moment dramatique, la naissance d'un enfant handicapé, que les parents souhaitent euthanasier. La voix off donne une distance bienvenue pour ne pas tomber dans ce pathos, mais adopte un ton d'humour à papa qui frôle le racisme, un peu vulgaire, un peu humiliant pour un personnage dont on aurait aimé connaître l'histoire. Alors, c'est la voix du personnage principal, elle met une distance parce qu'elle raconte son histoire, mais on le sait pas d'entrée de jeu. Sinon, même si je me suis laissé happer par l'histoire, je trouve qu'il y a trop de scènes inutiles et un contexte, notamment celui des silos, qui est expliqué trop tard. Le contraire aurait permis de mieux comprendre cette cabale contre les deux protagonistes et du coup de mieux apprécier l'histoire. Alors je peux faire un petit spoil sur le contexte des silos qui du coup est expliqué à la fin du premier tome. Donc c'est un cataclysme nucléaire qui impose à l'humanité de vivre dans de gigantesques silos. La moitié de la population de chaque silo est mise en sommeil pendant que l'autre gère le maintien de la vie courante. Dans l'un des silos, une guerre éclate et lorsque la population est libérée, les dissidents s'attaquent aux autres, provoquant une guerre dans laquelle l'oncle de Yoko s'engage. Il participe à y mettre un terme et est désigné comme héros de guerre, se faisant des ennemis au passage. Donc voilà le contexte expliqué à la fin du premier tome qui aurait permis d'éclairer davantage le récit et de mieux l'apprécier. Ce que j'espère, parce que quand même je vais lire la suite, parce que j'ai aimé que ça m'intéresse. Ce que j'espère pour l'instant, c'est que l'histoire des silos et les silos et leur histoire respective, ainsi que la guerre qui précède et le système de gang seront développés, parce que je trouve ça vraiment intriguant, que l'héroïne ne sera pas sous la coupe d'un nouveau mentor aussi féminin soit-il. Ne pas partir sur ce biais permettrait de s'affranchir des stéréotypes de genre pour aller vers une réflexion plus actuelle. Et que éventuellement la réflexion autour de l'eugénisme va se poursuivre. Voilà, alors ce que j'ai vu brièvement des tomes suivants, c'est que ça va reprendre quand même l'histoire de l'héroïne qui arrive en fin de tome, qui la sauve avec le nouveau mentor justement, et j'ai un petit peu peur. Parce que d'une part, ça correspondrait à mes attentes, mais d'autre part, cette héroïne sur la couverture, elle est sapée en cuir, avec beaucoup, c'est encore un stéréotype féminin abusivement sexualisé. Voilà, j'en ai fini. Très bien. Super, merci Delphine, c'était assez complet. Moi, je souscris beaucoup à ce que tu as dit. En tout cas, c'était une bonne review. Et on va passer à la deuxième bande dessinée et à la deuxième intervenante. Coucou.
Alors moi j'ai pour mission de vous parler de L'Amourante de Pierre Alexandrine. C'est une BD en one-shot aux éditions Glénat sortie à l'été 2025. Je vais commencer par résumer évidemment rapidement sans trop divulguer de l'intrigue. On suit le récit autobiographique que Louise fait à Zane, un homme qu'elle est en train de déconduire. Louise lui livre alors son plus grand secret. Elle n'est pas une femme ordinaire, mais une amourante. C'est-à-dire une femme qui ne vieillit ni ne meurt tant que quelqu'un est amoureux d'elle. Elle raconte alors sa vie à travers les siècles, de sa jeunesse en pleine guerre de 100 ans jusqu'à l'aube du XXIe siècle. Louise parle énormément d'Éléanore, une autre amourante qui a été un temps une figure de mentor pour elle, et de leur vie de nomade rythmée par les plans de séduction et les fuites inévitables. À travers son récit, elle dresse le portrait d'innombrables hommes qu'elle a côtoyés et de la solitude intense qu'elle a pu ressentir. Ici, la notion d'immortalité est le premier motif saillant, puisque, évidemment, c'est toute l'intrigue. Les conditions d'utilisation sont pour le moins intrigantes. Une amourante, on l'a dit, ne vieillit pas tant qu'on l'aime. Mais si l'amourante en question tombe amoureuse, alors elle vieillit à vitesse grand V jusqu'à ce que mort s'en suive. Moins sympa. L'amour est à la fois l'antidote et le poison. J'y ai même entrevu une figure de vampire, ne se nourrissant non de sang, mais de sentiments. Si Éléanore vit plutôt bien la situation, dans un premier temps, qu'elle voit comme un don, pour Louise, c'est une véritable malédiction. Et on arrive du coup au sempiternel dilemme. Accepteriez-vous la vie éternelle si on vous l'offrait, et surtout, à quel prix ? De l'amoureux épleuré à l'obsessionnel fou, la panoplie des cœurs meurtris qui nous est présentée est assez pathétique. Et parce qu'il faut pas se mentir, Éléanore et Louise manipulent les hommes et leur brisent le cœur à chaque fois pour arriver à leur fin. Et si je peux me permettre même de partir un peu plus loin dans l'analogie mythique, on y voit presque une figure de succube abusant des hommes dans leurs rêves. Même si on nous présente cela comme un mal nécessaire, on a le droit de se questionner sur ce que ça peut dire des relations humaines et des relations hommes-femmes en l'occurrence dans la BD. J'ai pas pu m'empêcher de faire des ponts avec d'autres œuvres, notamment une BD que j'ai découvert il y a pas très longtemps à la médiathèque qui s'appelle Mon ami Pierrot. J'en dis pas plus, mais il y a des motifs communs. Et à d'autres œuvres un peu plus anciennes, comme Tous les hommes sont mortels de Simone de Beauvoir. De la notion d'immortalité découle ici la problématique de la jeunesse et de la beauté éternelle. Puisqu'Éléanore et Louise ne restent jamais longtemps au même endroit, ce sont leurs charmes qui font chavirer les cœurs, en plus évidemment d'une artillerie de plans de séduction à la Barney Stinson. Cela peut donner l'impression que les hommes sont superficiels, futiles, puisqu'ils tombent simplement pour la beauté. Mais la BD explore également le rapport des femmes à leur propre apparence et le lien tenace qui existe entre jeunesse et beauté. Quand Éléanore est enfermée un long moment, elle finit par vieillir. Pas assez pour mourir, mais assez pour sortir de sa cellule en vieille femme. Louise essaye de lui remonter le moral. On voit bien qu'elle peut encore survivre, même en étant une amourante âgée, puisque les hommes sont encore attirés par elle. Mais pour elle, c'est la fin. Je me permets une petite citation pour étayer cela. Louise lui dit « C'est de l'orgueil » et elle répond « Évidemment, mais comment pourrais-tu comprendre ? Tu es encore belle, toi ? Tu es si belle que ça me retourne le cœur. » Il ne s'agit alors plus de séduire pour survivre ou vivre longtemps, mais aussi pour préserver éternellement un état de beauté juvénile. Et j'avoue que ça m'a posé question. Pour conclure, je voulais aborder avec vous une notion que je trouve intéressante en littérature, c'est la notion d'horizon d'attente. L'horizon d'attente, c'est le petit bingo que vous faites vous-même dans votre tête, ce que vous attendez d'une œuvre avant de la consommer. En me lançant dans la lecture de cette BD, j'étais super enthousiaste. Je suis une amoureuse de l'amour, j'adore le principe un petit peu d'immortalité avec ce genre de conditions, donc j'étais prête. Sauf que pas de bol, à ma première lecture, j'ai trouvé le récit gentillet sans plus. La raison, c'est qu'avec cette notion d'immortalité, je m'attendais à voir le récit de l'histoire avec un grand H, à travers celle de Louise. Et c'est cet horizon d'attente-là qui a été déçu, ce que je projetais moi-même sur l'œuvre avant même de l'avoir découverte. Pour écrire cette chronique, je l'ai relue et je reviens sur ma première impression. La BD se penche sur des sujets complexes comme les relations humaines, le rapport à la mort et la solitude malgré l'amour qu'on peut recevoir. Je vous invite donc à la découvrir. Merci Lina. Ouais, chapeau. C'était une super chronique. Hein. Oui. Vraiment, en vous ayant écouté toutes les deux l'une après l'autre, c'est l'un des points très positifs de ce podcast. C'est que comme on va travailler un peu plus dans la profondeur une œuvre, on peut ressortir des choses super intéressantes qu'on n'avait pas forcément vues à une première lecture. Donc merci Léna. Nous allons passer à Aline.
Alors, je vais vous présenter Éclepsis, une BD d'Aloïs aux éditions d'Argo. L'intrigue se passe dans une contrée lointaine, un monde de fantaisie dans lequel la magie est scindée en 2 parties distinctes. D'un côté, on a la sorcellerie, qui est utilisée dans la grande forêt de Gouès et strictement réservée aux femmes, soumise également à un apprentissage, et de l'autre côté, on a l'occultisme, qui est pratiqué de manière beaucoup plus académique sur l'île d'Éclepsis, une grande métropole prospère, dans laquelle se trouve une prestigieuse école de magie. Le héros de notre histoire s'appelle Neg, est né fille et suit son apprentissage avec son amie Rosen, sous l'œil intransigeant de leur maîtresse. Neg veut vivre sa vie comme un garçon sans pour autant renoncer à la magie. Évidemment, ce n'est pas envisageable dans sa communauté. C'est pourquoi elle s'entraîne à l'occultisme en cachette. Et elle refuse de choisir entre son identité et la magie. Trop tiraillé après une énième transgression des règles, Neg décide de devenir Basile et avec la complicité de ses amis, il quitte tout pour rejoindre Éclepsis. S'ensuit alors un long périple, jalonné de rencontres qui vont le mener jusqu'à l'île. Là-bas, il va être confronté à d'autres difficultés car il vient d'un milieu modeste et il n'a ni les moyens ni les codes pour s'adapter facilement. Et pour réaliser son rêve, il va devoir intégrer l'Académie de magie. Alors, c'est une BD de fantaisie, d'aventure et aussi un récit d'apprentissage. Ça aborde également plusieurs thématiques très actuelles. Alors déjà, ça parle de transition et d'identité de genre. Donc on suit bien le passage de Neg à Basile qui est un des moteurs du récit, mais c'est que le point de départ. Je trouve que c'est abordé de manière plutôt simple, sans pathos. C'est le point de départ de l'histoire, mais l'auteur ne s'appesantit pas sur le sujet. Alors ensuite, on parle aussi de déterminisme social. Donc c'est abordé dans la 2e partie de l'histoire. On voit bien le poids des traditions et des lois qui sont liées à la naissance. Et enfin, l'amitié et la découverte de l'autre sont aussi des points très importants dans cette BD, puisque tout au long du récit, Basile va évoluer, s'enrichir au fur et à mesure de ses rencontres. On croise pas mal de personnages différents, issus de milieux divers, avec des aspirations différentes aussi. Donc je dirais que c'est une BD bien dans l'air du temps. On pourrait lui reprocher de cumuler trop de thèmes à la mode, mais ça reste très frais, le rythme de l'aventure est soutenu, et tous les ingrédients sont là pour que ça plaise au public cible, qui est plutôt public ado, young adulte. La trame est assez classique, mais ça fonctionne. L'esthétique de la BD est plutôt plaisante, il y a une construction cinématographique, des jeux de lumière, un format plutôt sympa entre BD et manga. En conclusion, je dirais que c'est peut-être pas très original. Ça laissera sans doute un public plus aguerri sur sa fin, notamment les fans de fantasy. Mais ça reste une lecture agréable qui donne envie de savoir comment l'histoire va évoluer puisque c'est annoncé être une trilogie. Donc moi j'espère que par exemple le contexte politique va être un peu plus creusé dans la suite. Et voilà, ça m'a quand même donné envie de savoir la suite. Je suis assez d'accord. Ouais, moi je trouve que c'est très prometteur. Moi c'est une BD qui m'a plutôt enchantée. Peut-être parce que je suis partie avec l'a priori que c'est un peu la BD jeunesse de la sélection et que l'année dernière elle était décevante et du coup peut-être que en plus c'est la première BD que j'ai lue, du coup je la surestime peut-être un peu, mais je trouve que c'est une bonne première BD et qui donne envie de découvrir la suite de l'histoire. Oui, j'ai trouvé ça assez réussi. Bonne BD jeunesse, ouais. Comme quoi, l'horizon d'attente qu'on a par rapport à ces BD, elles sont vachement différentes parce que du coup, je pense qu'on a pu être un poil déçus sur les autres parce qu'on en attendait beaucoup, alors que celle-ci, en fait. Ouais, voilà. Alors qu'elle nous a plu, mais. Ouais. Puis il y a un petit côté Harry Potter, tu vois. Moi, je suis quand même génération Harry Potter, donc. Puis là, c'est fait de manière forcément plus moderne, avec des nouvelles thématiques sur la transition, la question de genre, le déterminisme. Il y avait déjà Harry un Potter, peu. Mais... Je crois que l'autrice, c'est pas trop. Non, voilà. Et du coup, j'ai trouvé ça rafraîchissant. Je me suis dit c'est bien pour les jeunes de maintenant qu'ils aient un truc comme ça. Et puis c'est bien fait, c'est simple. Oui, c'est ça. C'est pas pédagogique en fait. Ouais, c'est pas glisse naturellement. Ouais, voilà. Oui, et puis ça pose des questions justement. Ça va pas te dire là c'est un matriarcat, là c'est ci, là c'est ça, la transition, tout est comme ça. Enfin, c'est des questions d'intégration globale, de tolérance, de manière très générale. C'est traité comme ça. Je trouve. Donc moi je trouve pas ça manichéen. Je trouve ça plutôt ouvert. C'est plutôt un monde ouvert, quoi. Mais c'est super. Encore une bonne critique. Merci beaucoup. On va continuer, à moins qu'il y ait des objections. Je m'y oppose. Voilà. Moi aussi.
Eh ben moi je vais vous parler de Electric Minds, le volume 1 qui s'appelle Wilbur. C'est le premier volume d'une série qui est scénarisée par Fabien Nury, un prolifique auteur qui est connu notamment pour des séries comme Je suis Légion, Il était une fois en France, Tyler Cross. Mais on a aussi Bruno, dessinateur tout aussi actif au style très identifiable au premier coup d'œil, et qui est lui connu pour Commando Colonial ou Biotope avec Apollo au scénario, Lorna tout seul, et il a travaillé de nombreuses fois donc avec son fameux compère de cette bande dessinée, Fabien Nury. Et ils ont développé, pendant leurs années de travail, une très grande complicité et une grande amitié. Et c'est une coopération fructueuse qui les a amenés donc à cette bande dessinée qui s'appelle Electric Minds. Et au final, cette œuvre va se nourrir au sein des influences des deux auteurs. Nous sommes en 1948 et nous faisons la connaissance avec un certain Maurice Milman, un agent littéraire d'une maison d'édition de Pulp, en recherche de la prochaine pépite, lorsqu'il croise fortuitement son idole, l'écrivain William H. Arbogast, un auteur qui était autrefois célèbre, une locomotive de vente, mais il n'est plus aujourd'hui que l'ombre de lui-même, hagard, indifférent au monde et comme perdu à l'humanité. Maurice aspire à redorer son blason et il va lui proposer de le débaucher pour une nouvelle œuvre majeure. Mais Arbogast, sans véritablement opposer de refus définitif, lui lâche qu'il n'a écrit qu'une œuvre démente, un livre à même de rendre fous ceux qui le lisent, ceux qui ne sont pas prêts. Un ouvrage, selon lui, apte à changer la face du monde, à redéfinir les paradigmes de l'humanité. J'ai envie de vous dire rien que ça. Maurice aurait-il, sans le savoir, réveillé quelque chose chez Arbogast, dont la potentialité létale et délétère était jusqu'ici latente? Nous avons là une œuvre qui est très riche. Elle n'est pas forcément en intrigue, mais elle s'installe doucement. En tout cas, elle l'est en thème, en personnage, en situation et aussi, pour moi, en référence. Donc on a un premier volume qui va piocher, notamment dans l'ère des pulps. C'est littéralement la première chose que l'on voit dès la première page, avec la une du numéro de décembre 1948 de Outstanding Science Fiction, qui est un clin d'œil à Outstanding Science Fiction, le nom d'un des pulps les plus connus. Et les pulps, qu'est-ce que c'est? Ah oui, Jamy. Les pulps, ce sont des Pardon. Les pulps, ce sont des publications peu coûteuses, car elles étaient imprimées sur une pulpe de piètre qualité, pulp, d'où le nom donc, et elles tirent leur substance des trois grands genres de l'imaginaire que sont la science-fiction, le fantastique et la fantasy. Donc on a des auteurs de renom qui auront fait leur début, je vais vous parler par exemple de Isaac Asimov, de Philip K. Dick, de Frank Herbert, mais aussi de Howard Philip Lovecraft. Ainsi qu'un dernier, dont je me garde la révélation pour un peu plus tard. C'est des parutions qui furent très populaires aux États-Unis durant la première moitié du XXe siècle et elles vont péricliter après les années 50. Il y a beaucoup de raisons qui sont dues à ça. Il y a le désenchantement au sortir de la Seconde Guerre mondiale, le climat naissant de la guerre froide, etc. Mais elles auront influencé des brouettes d'auteurs en puissance et surtout l'imaginaire de la pop culture encore aujourd'hui. Mais au-delà de cette évidence du pulp, on y trouve aussi des vibes issus des films et des romans noirs, par exemple, de la musique électrique jazz de Miles Davis. D'ailleurs, le titre de la bande dessinée est une référence à la période musicale électrique de Miles Davis, selon Bruno. Voilà pour la mise en bouche, le cadre et les influences des auteurs. Maintenant, en ce qui concerne ma propre réflexion, j'ai été plutôt happé par cette lecture qui résonne effectivement de façon plurielle en moi. J'ai moi-même été influencé par bien des récits au travers de livres, de bandes dessinées, de comics, de mangas, de l'animation, bref, tout ce qui concerne un petit peu la culture populaire, de ces imaginaires qui ont explosé avec les pulps et qui ont infusé dans le monde. Il y a un exemple qui est très parlant de ma porosité au genre, c'est Capitaine Flamme. Un dessin animé des années de 1978 qui est inspiré du récit pulp de Edmund Hamilton, alors qui n'est pas le premier auteur de Capitaine Flamme, qui s'appelle Captain Future. Ce récit, c'est aussi, et c'est une chose qui m'avait presque échappé à ma première lecture, une fausse biographie fictive d'un écrivain qui prit un chemin tangent à celui de la seule production littéraire, c'est Lee Ron Hubbard. Peut-être que vous ne le savez pas, mais ce monsieur est l'auteur de Pulp à ses débuts, mais il a surtout laissé son nom aujourd'hui dans l'histoire avec un grand H, à la scientologie, considérée en Belgique et en France comme une secte, un mouvement extrémiste en Allemagne, mais comme une religion aux États-Unis.
Donc si je n'ai pu m'empêcher, à titre personnel, de voir en Arbogast un avatar de Lovecraft, au moins physiquement parlant, au mieux via certains éléments comme le fameux livre dangereux, on peut penser au Necronomicon, le livre dangereux, le récit qui rend fou, la révélation d'un savoir incompréhensible à l'humanité, mais aussi à Philippe K. Dick, avec le questionnement de la réalité et la paranoïa du personnage principal. Mais c'est pourtant bien plus un portrait en miroir à l'Iron Hubbard auquel les deux compères ici se sont attelés. Et c'est un auteur donc de science-fiction qui a écrit dans les pulps, dont le fameux Astounding Science Fiction, où il fait paraître un article sur la dianétique. Dans la BD, le pendant, c'est la psychogenics, la fameuse science qui veut révéler au monde. C'est une théorie d'éveil spirituel et de développement personnel, tiens donc, qui deviendra un livre, La Dianétique, la science moderne de la santé mentale, en 1950, qui sera sous-titré La puissance de la pensée sur le corps. Et si ce n'est pas un moyen de faire écho à la trend dev perso qu'on a à notre époque, je sais pas d'où ça vient. Puis sur cette base, et afin d'en faire la promotion et d'échapper au passage, on va pas se mentir, à la critique rationnelle, sceptique et scientifique, mais aussi au fisc américain, il en fera une religion, donc l'église de la scientologie. Nous y sommes donc, la fin tant attendue de ma chronique et de votre supplice. Un premier volume qui offre une grande porosité entre réalité et fiction, je trouve ça toujours super intéressant. Une BD qui irradie de références culturelles multiples et variées. Un récit qui en dit assez peu sur l'intrigue, effectivement, si c'est ce qui vous amène dans les bandes dessinées, va falloir attendre la suite. Mais qui offre bien plus de suggestions que de réponses au lecteur, et moi ça j'adore. Ce que confirme en substance les propos de Fabien Nury, qui dit, je cite, « L'intrigue n'est qu'une petite partie de l'histoire. Ce qui nous a intéressé, nous, c'était les persos, les situations, découvrir des mondes. » Si j'épouse parfaitement son propos ici, c'est parce que l'ambiance de la bande dessinée m'a beaucoup parlé. Je peux pas m'empêcher d'être un peu frustré, d'ailleurs, dans le cadre d'un prix qui met en compétition des BD qui d'un côté racontent une histoire complète, finie en un seul volume, et d'autres œuvres qui, elles, n'ont pas le luxe de pouvoir aller au bout de leurs propos en un volume. Alors, bien que partisan de la philosophie du chemin, plus que de celle de la finalité, je trouve que les concurrents ne partent pas avec les mêmes préalables, et c'est toujours dommage. Un mot sur le dessin en lui-même, où le style inimitable de Bruno, qui est très reconnaissable, avec cette ligne claire qui fait des merveilles, des couleurs vibrantes en quasi-bichromie, moi j'adore ce genre d'atmosphères qui sont instillées comme ça, qui deviennent palpables, à la fois chaudes par moments ou angoissantes en fonction du ton qui est choisi. Et c'est un sens du détail aussi dans les décors et les personnages qui nous immergent dans cette Amérique triomphante du début des années 50. Donc ceci étant dit, ce premier volume de Electric Minds a su titiller chez moi tous les potards qui activent les marottes que je peux avoir dans la fiction, en me proposant au final un teaser assez accrocheur, un joyeux pot-pourri de mes propres influences culturelles. Je serai donc, je vous le mens pas, très curieux de lire la suite. Voilà. Très bien, nous allons entamer la dernière étape de ce podcast toujours aussi intéressant avec Aurore. Merci. Alors, on a gardé le meilleur pour la fin. Oui, avec le tibia de Jean-Paul Sartre. Le crâne de Socrate? Ah non, de Descartes. Oui, c'est vrai. Alors, moi, je vais vous présenter La tête de mort venue de Suède, une BD de Daria Schmidt. Alors, c'est la deuxième BD de cette autrice qui est sélectionnée dans le cadre du prix Imaginal de la bande dessinée des bibliothécaires, et la première était Le Bestiaire du crépuscule en 2023. Donc c'est une histoire complète avec un titre bien compliqué, mais de quoi ça parle? Donc ce sont les péripéties du crâne de René Descartes après sa mort. Et des péripéties, il y en a, car le crâne est passé entre de nombreuses mains, de collectionneurs, de scientifiques, de Dalibert à Paul Richer, en passant par Georges Cuvier. Donc Descartes est mort de froid à Stockholm le 11 février 1650, mais la France voulait le retour du corps du père de la pensée scientifique dans sa patrie. Ses ossements ont donc beaucoup voyagé, mais ont aussi été beaucoup pillés jusqu'à ce que son corps soit démembré et qu'il ne reste plus qu'un crâne. Crâne qui, d'ailleurs, a été gravé et dont il manque la mâchoire. Fun. Voilà.
Alors, petite info scientifique, des doutes persistent toujours sur l'authenticité de ce crâne. Est-ce bien celui de Descartes? Car à de nombreux moments, on perd sa trace, comme par exemple après la crue de la Seine en 1910, où le crâne sera retrouvé seulement des années plus tard entre le squelette d'une baleine échouée sur la plage d'Ostende et les ossements du dernier dodo de l'île Maurice. Pourquoi je vous parle de tout ça? Faut regarder la couverture du livre. Alors, je n'en dirai pas plus sur le contenu de la BD, parce que c'est des propos qui sont quand même assez compliqués. Je suis pas sûre d'être la meilleure place. Alors, je vous en dirai pas beaucoup plus sur le contenu de la BD. Je vous informerai juste que le contenu est très intéressant. L'autrice propose des reconstitutions historiques entrecoupées de dialogues entre des ossements d'espèces souvent éteintes et le crâne du philosophe, comme une introduction à la philosophie, engendrant une réflexion sur l'œuvre du philosophe, son héritage et l'authenticité du crâne. Ce processus narratif permet alors de critiquer certains fondements de la pensée de Descartes, comme par exemple le fait qu'il comparait les animaux à des machines complexes, incapables de ressentir douleur ou plaisir faute d'esprit. Philosophie qui aujourd'hui ne passe plus du tout, et c'est là qu'on voit que l'époque et la pensée ont changé. La BD sert donc de prétexte à parler philosophie, le crâne se demande sans cesse « qui suis-je ?», et chaque étape de la vie du crâne est l'occasion de se questionner et de montrer l'évolution de la pensée. Alors, c'est un récit qui prend au pied de la lettre l'expression « cogito ergo sum ». Je pense donc je suis. C'est donc un récit très bavard avec beaucoup de textes. Et c'est moi qui dis ça, un truc qui est trop bavard, voilà, et qui peut plaire comme déplaire. Comme c'est une bande dessinée, je vais quand même aussi vous parler de l'illustration. Donc la narration est très visuelle, entremêlant reconstitution historique en noir et gris et spectre onirique avec quelques aplats de couleurs. Les illustrations sont belles, sombres et mystérieuses et font penser à des gravures. C'est un peu la signature de toute façon de cette dessinatrice. La couverture est intrigante et représente un crâne en costume de l'époque de Descartes, chevauchant un dodo géant, d'où la référence tout à l'heure aux animaux. Cependant, je trouve que la BD manque parfois de grandes planches d'illustration sans texte pour se perdre dans les détails des dessins. En fait, je trouve que c'est vraiment le défaut de la BD en termes d'illustration, c'est que il y a beaucoup de textes, beaucoup d'images, et je trouve que ça manque de grandes plages de pause en fait, où on prend le temps de regarder les dessins. Pour finir, le crâne présumé est actuellement conservé par le Musée national d'histoire naturelle de Paris, et la bande dessinée permet de découvrir les collections de ce musée. Il y a également un gros dossier pédagogique à la fin de la BD, 18 pages d'annexes. Que tu as lu, évidemment. Que j'ai lu, mais j'avoue que je l'ai lu uniquement parce que je présentais cette BD. Voilà. Donc le dossier il permet de comprendre tout le comment du pourquoi de l'histoire de ce crâne et d'étayer les différents propos que ce soit philosophiques, scientifiques qui sont dans l'ouvrage. Donc c'est très intéressant, mais personnellement c'est typiquement le genre de choses qui m'ennuie dans une fiction quand je dois lire un dossier pédagogique pour essayer de comprendre la moitié de la BD. Moi, quand j'ai envie de lire de la fiction, j'ai justement pas envie de réfléchir. Ouais, c'est un peu ça, j'ai envie de me perdre. Plutôt dans les dessins, en tout cas pas via une lecture dense. Ouais, voilà. Alors, pour conclure, c'est un bel objet. On y trouve des similitudes avec sa précédente BD qui était déjà un hommage, mais à Lovecraft. Cependant, j'avoue que cette BD ne m'a pas autant emporté que le bestiaire du crépuscule. Les débats philosophiques au fil des pages m'ont un peu ennuyé, malgré les belles illustrations. Eh ben écoute, merci, c'était encore une fois une belle chronique. Je ne sais pas quel est votre retour, mesdames, sur cette bande dessinée. Moi, j'adore les illustrations de Daria Schmidt. À chaque fois, je me plonge dedans avec beaucoup d'attente, et à chaque fois, je suis un peu perdue par le propos, parce que comme tu le disais, je suis d'accord avec ta façon de dire les choses. En fait, je trouve que j'aurais préféré quelque chose d'un peu plus subtil. Ouais, il y a trop d'explications en fait. Même si ça m'a intéressée, j'ai pas été emportée non plus. J'ai trouvé ça un peu lourd. Bah, je trouve il faut y rentrer dedans quand même dans la BD. Faut passer les premières pages. Après, moi, une fois que j'y étais, ça va. J'ai pas trop eu de mal à le lire, mais ça peut donner envie si on connaît pas le Muséum d'histoire naturelle d'aller le découvrir. Moi, je me suis posé un peu la question à un moment, est-ce que c'était une BD qui a été faite dans ce sens aussi? Parce que maintenant, il y a des BD qui sont faites comme des essais ou des romans autour de musées et de collections de musées. Et je me suis un peu posé la question, mais apparemment non. J'ai rien trouvé. Oui, et puis si tu veux faire de la vulgarisation
d'adaptation, tu fais pas un truc aussi foisonnant. Hein. Il y a non, encore je pense que c'est pas de pour, casting, quoi. Je pense pas que ce soit une BD qui est faite pour faire de la vulgarisation pure. Je vois plus là une errance effectivement scientifique et philosophique sur le sujet, pour mettre en relation. Pour le coup, moi je trouve que la mise en relation du crâne de Descartes avec l'histoire de la philosophie, en tout cas de la philosophie des sciences aussi en France, et la galerie et le Muséum d'histoire naturelle est assez bien trouvée. Après, je pense que moi j'ai un biais parce que tout ce qui est biologie ça m'intéresse, donc je suis rentré dedans directement. Mais effectivement, je vous rejoins sur le côté un peu ardu, un peu lourd, même à certains moments. Je suis pas sûr que ce soit le meilleur format. Et au final, je vois avec ce podcast que chacun a réussi quand même à trouver des choses à dire et des choses intéressantes. Comme quoi, ça a une utilité. Au final, effectivement, je m'attendais à une sélection relativement moyenne au vu de ce que je connaissais des BD. Et je suis plutôt content parce qu'au final, on a réussi à trouver de l'intérêt à toutes les BD, quoi. Tout à fait, c'est une belle conclusion. Alors, qui a voté pour qui? Pourquoi? On le dit. Oui, On le dit évidemment, ouais. À 3, tous ensemble. Allez, comme ça, personne ne comprend. Non, mais on va refaire dans l'ordre où on a présenté. Delphine, je t'invite à commencer. Ouais, Cyborgs. Cyborgs, bah tu vois. Ah, t'as quand même voté pour... J'ai voté pour Cyborgs par élimination, en fait. Ok, D'accord. Voilà. très bien. Mais ce serait un peu long à expliquer comme cheminement, mais c'est puis très bien de le et puis faire. peut-être aussi par nostalgie, tout Je simplement. comprends. La nostalgie était une puissante muse. Hein. Oui, tout à fait. Ça prouve que la BD a quand même trouvé son public au final. Ouais. Oui. Les personnes âgées. Delphine, est-ce que tu es une vieille personne? Léna. Éclipsis, pour moi. D'accord. Après avoir hésité longuement, j'ai voté pour La Mourante. Ok, c'est marrant, vous avez inversé vos BD. Ouais. Moi je pense que tout le monde l'a compris, hein, c'est Electric Miles. Et ben moi j'ai quand même voté pour Eclipsis, mais aussi par élimination. En fait, c'est celle qui m'a finalement le moins déçue en la lisant. Donc C'est très bien. Merci mesdames. On va attaquer le dernier sprint final de ce podcast, la reco de Derrière les fagots. Jingle. alors, moi comme la saison de hockey va sur la fin, il fallait bien qu'un jour je vous parle de cette série. Donc je vais vous parler d'Études de Rivalerie. Et pour tous ceux qui ne l'ont pas encore regardée, mais juste regardez-la, c'est génial. Donc elle est diffusée sur HBO Max. En québécois, c'est Rivalité brûlante. Oh. Voilà, et donc c'est d'après un roman de Rachel Red, enfin une série de romans de Rachel Red sur ce qui se passe dans l'univers du hockey. Et voilà, enfin je sais pas quoi dire d'autre à part qu'il faut absolument regarder parce que c'est trop bien, et puis que c'est assez drôle parce que quand on s'intéresse un peu à l'univers du hockey, c'est assez drôle, et puis en plus là il y a la romance gay qui va avec, quoi. Ouh. Voilà. Donc ils sont pas encore, ils vont seulement là être édités en français, les romans. Parce qu'ils étaient plus dispo, donc ils sont réédités parce que la série a tellement eu de succès. Mais la plupart des personnes qui lisent en anglais, en fait, les ont lus en anglais. Ok. Bah écoute, merci pour cette super reco. De rien. D'ailleurs, si vous voulez patienter, on a une BD, un manga qui parle de hockey aussi. Oui, Dogs Red, Voilà. c'est trop bien aussi. Donc très bien, maintenant à mon tour. Moi je vais faire un petit retour en arrière, hein, puisque dans ma chronique je vous parlais donc de Capitaine Flamme, série de 1978, mais je voulais surtout vous parler de la musique de cette série, et je vais vous recommander un peu plus largement d'écouter l'œuvre du compositeur japonais qui a créé cette musique et qui l'a composée, Yuji Ono, que ce soit en solo, en crédit sur une production ou dans son groupe le plus connu qui s'appelle You and the Explosion Band. Si vous avez grandi dans les années 80, vous avez sûrement déjà entendu une de ses musiques aux sonorités jazz-funk entraînantes, cool et vivantes et rythmées. En effet, il a composé de nombreuses partitions pour des dessins animés, la plus connue étant Lupin the Third, qu'on a connu en France sous le nom de Edgar de la Cambriole, et Cobra. Et anecdote dans l'anecdote, Antoine Decaune, alias Paul Persavon, a écrit les paroles du générique français. Et donc pour faire le lien avec la BD de Electric Miles et ses influences pulp, Yuji Ono est aussi le compositeur donc de l'OST de Capitaine Flamme, série animée de 1978 qui est inspirée par l'œuvre de Edmond Hamilton, Captain Future. Merci. Alors, j'enchaîne avec une reco musique également. Je voulais vous parler d'un groupe qui s'appelle Angine de poitrine.
Pour ceux qui ne connaissent pas, parce que ma fille de 16 ans s'est moquée de moi hier soir en me disant que c'était viral sur les réseaux depuis quelques mois. Donc c'est un duo de rock expérimental québécois. Une guitare à double manche, basse guitare, une batterie, le tout monté en boucle. Alors après, techniquement, apparemment, ils ont bricolé leurs instruments, mais je pourrais pas trop vous en dire plus parce que je ne suis pas spécialiste, mais il y a une histoire de fret et de ton, voilà. Donc c'est un son original, c'est marrant, ça donne envie de danser. En plus, les membres du groupe jouent en costume à pois blancs et noirs et ont des grands masques en papier mâché. Donc visuellement, c'est un vrai projet artistique. Donc je vous recommande, mais pas trop, parce qu'ils passent à l'autre canal bientôt et que je voudrais vraiment sûr d'aller les voir. Merci. Merci. Trop bien. Pour ma part, je vais vous recommander une tatoueuse, Camille Stramboli. Sur les réseaux, sur Instagram, c'est Sœur Louve Tattoo, avec des tirets du bas entre chaque mot. Elle a un shop à Nantes et je suis tombée sur son travail sur Instagram. C'est des traits assez marqués en noir et blanc, enfin en noir et gris du coup, et ça reprend des motifs un petit peu un peu folkloriques, celtiques, avec souvent des femmes, des femmes qui ont l'air fortes. Ça m'a assez inspirée. Il y a beaucoup de motifs de loup aussi, donc de louve je suppose, et une grande présence de la nature dans son œuvre. Je vous invite à aller regarder ce qu'elle fait. Merci Léna. On passe à la dernière recommandation. Alors moi, je voulais vous parler d'une série que je suis en train de regarder et que j'aime pas du tout. Pourquoi ? Parce que j'ai adoré le roman duquel la série est tirée. Ah. Le roman s'appelle Daisy Jones and the Six de Taylor Jenkins Reid et aux éditions 10-18. C'est un livre qui est construit comme une succession de témoignages, d'interviews, d'artistes, de producteurs qui retrace la vie d'un groupe mythique des années 70 qui n'a pas existé. Et c'est hyper bien foutu. On s'attache aux personnages, ils se contredisent. Il y en a un qui dit c'est le meilleur moment de ma vie, l'autre qui dit c'était une horreur. Enfin, tout se construit autour de ces interviews et c'est vraiment bien foutu. Bon, après ça part un petit peu en romance, ça m'a un peu ennuyé. Je préfère le côté un peu reportage musical parce que pour le coup c'est très documenté, même si c'est un groupe fictif. Ça reprend quand même beaucoup du mécanisme de production du milieu musical des années 70 et puis du côté sexe, drogue et rock'n'roll. La série est complètement détachée. Alors même de la regarder, ça fait pas perdre les bonnes images du livre parce que la série c'est une espèce de pâle copie. On a l'impression d'un plagiat. L'héroïne n'a aucun charisme. Le héros c'est un c'est vraiment c'est hyper mal construit. En plus dans le roman on entend la musique. J'avais envie de la découvrir. Enfin moi je m'en fais une telle image que quand je regarde la série et que j'entends les compositions qui en découlent, je me dis mais faites appel à un musicien, un compositeur pour votre série au moins quoi. Donc voilà, la série est nulle, ne la regardez pas, mais le livre vaut vraiment le détour. Eh ben écoute, merci Delphine, merci à vous toutes, merci aux auditeurs de nous avoir écoutés jusqu'ici. J'espère qu'on aura l'occasion de refaire cette édition une prochaine fois. C'est toujours un bon moment. Eh ben on va vous souhaiter une bonne journée, une bonne continuation, et puis j'espère une bonne découverte des BD et des recos qu'on vous a faites. Merci. Des bisous. Au revoir. À bientôt. Alors, moi, je vais vous parler de Cyborgs. Je n'ai pas noté les auteurs. You're still here? It's over. Go home. Go.